Bonsoir et bienvenue dans ce 10e numéro de la saison 2 de Space Hack. Même si nous avons vécu un très beau week-end international avec la victoire 14-0 de l'équipe de France face à Gibraltar, c'est bien du hack et des ciels et marines évidemment autour desquels nous allons échanger ce soir. Pour cela, en première partie, on vous propose un entretien avec un supporter, un ultra passionné, un gars forcément bien puisqu'il s'appelle Romain, avant un quiz préparé par Clément ce soir, puis nous reviendrons sur l'arrivée d'André Ayou ainsi que sur le dernier match face à Monaco et le prochain face au FC Nantes. Depuis qu'il a vendu des écouteurs à Oswald Tanchot, il rêve de se faire muter à la Fnac du Havre pour vendre une télé à Lucas Elsner. Guillaume est avec nous ce soir. Salut Guillaume. Même sans lui vendre quelque chose, je rêve juste de le rencontrer pour discuter un petit peu, ça suffira. Alors lui par contre, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois et on a vécu de grandes émotions ensemble. D'ailleurs, nous allons revenir sur la dernière avec notre invité tout à l'heure. Romain est aux commandes ce soir. Salut Romain. Salut. Faut pas se tromper de Romain ce soir. Ouais, justement, pour pas vous confondre, je t'appellerai Captain ce soir ou Bob, tu choisis. Ça me va bien. Il a eu la chance d'assister au match face à Monaco au Stade Océane. Notre JC national, normalement, a retrouvé sa voix et est avec nous ce soir. Salut JC. Salut les copains, tu vois bien pour moi. Merci beaucoup. Ouais, bof. CC est en absence ce soir, il nous fallait un remplaçant de prestige. Alors non, ce n'est pas Samuel Etienne, mais presque. Clément est à nos côtés ce soir. Salut Clément. Bien, bonsoir à tous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat lié au Space. Alors ce soir, nous allons parler du hack comme toujours, mais cette fois-ci côté tribune, Romain. Oui Guillaume, ce soir nous avons la chance de recevoir un membre très actif de la communauté Ciel et Marine, membre des Barbarians depuis très longtemps et même président de ces mêmes Barbarians pendant plusieurs saisons. Tout le monde est unanime à son sujet. Il vit hack, il pense hack, il mange hack, il rêve hack. Cet homme a fait lever tout un COP, que dis-je, tout un stade face à Dijon le 2 juin dernier. Nous recevons ce soir Romain Lefebvre. Bonsoir Romain, comment vas-tu ? Bonjour à tous, salut tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Romain, on a interrogé quelques supporters bien connus de la Tribune COP qui n'ont pas tari d'éloges à ton sujet. On dit de toi que tu es la personne la plus active au sein des supporters depuis 25 ans, qu'on a souvent du mal à savoir d'où te vient toute cette énergie après tant d'années passées au service du hack et de ses supporters, que tu es débordant d'idées mais surtout de solutions, qu'avec toi c'est carré, et enfin que tu es incontestablement la personne incontournable dans le mouvement supporter et ultra vrai aujourd'hui. Qu'as-tu à répondre à tout cela ? C'est gentil. Après, je pense que c'est un ensemble. Moi, je me considère comme un passionné. Après, c'est vrai que depuis 25 ans que je suis dans les supporters, il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour que on arrive à quelque chose de bien. Et j'essaie de participer du mieux pour essayer d'avancer tous ensemble là-dessus, quoi. Alors on est tous réunis autour de ce space pour la même passion qui est le hack pour nous. Et du coup, Romain, est-ce que tu peux nous parler de ton amour pour le hack et comment surtout tout a commencé ? Écoute, comme beaucoup, je pense. Alors moi, je suis pas issu d'une famille qui était à la base footeux ou supporter du hack. Je me souviens que les premiers matchs, j'ai dû aller voir un match quand j'avais 8-9 ans avec mon père en Paul Langlois, et qui m'avait acheté, je me souviens, un drapeau. Alors pour les plus anciens, c'était un drapeau ciel et marine avec une salamandre dessus, mais la vieille salamandre qui était couchée, et que je me souviens l'agiter pendant 90 minutes en regardant le COP, et que je regardais pas du tout le match. C'est le premier souvenir que j'ai au stade. Après mes années de collège, tu commences à aimer un peu plus le club, à le suivre. Et puis c'est vraiment au lycée où j'étais dans un lycée où il y a beaucoup de supporters du hack qui sont issus de ce lycée, c'est qui était le lycée Jean Prévost à Montevilliers. Donc il y avait Yann, il y avait d'autres personnes aussi qui étaient un peu plus âgées que moi, mais en fait on s'est croisés. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à négocier avec le hack pour vendre des places étudiants, lycéens, et on se retrouvait à vendre 80-90 places avec mon collègue Simon à l'époque. Et puis tu rentres dans les Barbarians, tu commences à t'investir, et puis tu deviens de plus en plus actif. Et puis après, on continue les années toujours à aimer le club et aimer son groupe. Ouais, et Romain, justement, je voulais savoir quel était ton rôle aujourd'hui au sein de la Fédé ?
Alors, déjà, la Fédé et les Barbarians, c'est deux choses différentes. Au sein des Barbarians, moi, j'en ai été, ça fait 15 ans que je suis plus dans le bureau des Barbarians, mais ça m'empêche pas d'agir au quotidien pour le groupe. Mais c'est deux entités différentes. Aujourd'hui, les Barbarians ont souhaité être indépendants. Ce qui peut se comprendre pour un groupe ultra, ce qui n'empêche pas de travailler ensemble, même mieux que quand ils étaient aussi dans la Fédé. Donc ça dépend des personnes aussi. Mais aujourd'hui, mon rôle dans la Fédé, j'en suis trésorier, donc je gère principalement l'aspect financier. Donc tout ce qui est budget pour faire en sorte qu'on ait les moyens de nos ambitions, on va dire. Donc c'est les déplacements, c'est le bar associatif, c'est l'achat pour les tifos, etc. Et puis on est un bureau de 5 personnes et puis des responsables de commission qui essayons d'organiser au mieux le soutien. Donc, par exemple, si on parle de Nantes, c'est des bus organisés, c'est des tifos, le dernier tifo contre Monaco, par exemple. Voilà, il y a la préparation du tifo de Paris. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc, on essaie d'organiser tout ça et on essaie vraiment de se donner les moyens parce que tout ça, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie. Donc, on essaie de rassembler toutes les bonnes volontés pour avancer. Justement, tu dis que ça fait 25 ans que tu es supporter et plus actif. Est-ce que justement la montée en Ligue 1 a amené de nouvelles têtes parmi les groupes de supporters? Et je voulais savoir comment ça se passait avec les vieux briscards comme toi, si tu me permets. En fait là on était une ville endormie, hein. Clairement le Havre, voilà, en tribune, je pense que les années se ressemblaient et il y avait un ou deux matchs sympas dans l'année, et le reste du temps on s'emmerdait sec pour être sympa. Je pense aux années avec les années 2012-2013 où il se passait vraiment rien, enfin qu'il y avait 200 personnes dans la tribune, enfin c'était horrible. C'est vrai que la montée en Ligue 1, on l'a senti tout de suite. En fait, on a senti que tout ce qu'on avait mis en place techniquement et dans l'encadrement, dans l'organisation, en fait, ça a pu vraiment évoluer cette année parce que là, on a des moyens humains, des moyens financiers, des moyens en tribune. Et comme l'organisation était déjà calée auparavant, on est prêt pour la Ligue 1. Ce qui était peut-être pas le cas en 2008, la dernière fois qu'on y a été. Où concrètement en fait on était dans une période où on se laissait peut-être un peu plus vivre que là on a compris que tout doit être organisé et le mouvement supporter et le mouvement ultra encore plus, tout est codifié, tout est organisé et l'organisation c'est la base de tout. Voilà, c'est un peu ça qui ressort, mais là depuis 18 mois on va dire qu'on est sur une pente très ascendante niveau supporter et qu'on n'a jamais connu au Havre depuis pour moi la saison 2002-2003. La montée, la première saison du HAC dans les années 2000. Donc c'est vraiment, on est pour l'instant la vague monte et on espère que le jour où ça va redescendre, on aura emmagasiné des effectifs, de l'expérience et qu'on sera capable de maintenir un haut niveau. Ça, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que finalement en tribune vous vous prépariez aussi à la saison en Ligue 1 avant d'y être quoi. Donc au même titre qu'une équipe côté sportif peut le faire. Enfin préparer en termes de recrutement, enfin voilà, préparer à être en Ligue 1 quoi. JC, t'avais une question pour Romain il me semble. Oui, c'est vrai, merci. Bonsoir Romain. Ma question elle est très simple. Quels sont tes meilleurs souvenirs avec le HAC, mais aussi les pires? Il y en a beaucoup, hein, parce que forcément, au bout de tant d'années comme ça, allez, le meilleur souvenir, je vais pas changer grand-chose, mais c'est les deux montées, je pense. Les deux montées, sportivement avec le HAC, c'était la montée 2007-2008. Qui était, je me souviens du déplacement à Nantes, notamment un lundi soir, on était 400. Je me souviens de la montée, le HAC Bastia, c'est à Deschazos, c'était monstrueux. Et puis la saison dernière, j'ai trouvé, il y a eu des grands moments, il y a eu des déplacements à Guingamp qui étaient vraiment sympas, il y a eu le déplacement à QRM avec la marche, il y a eu le déplacement à Caen qui était monstrueux aussi. Donc non, sportivement, c'est des 2 années-là. Après, en groupe, c'est souvent les anniversaires. Les 30 ans VH, il y a eu moi je me souviens des 10 ans. Les 10 ans BH en 2003 parce que c'était vraiment
c'était vraiment pour nous, en tout cas à cette époque-là, on avait la vingtaine et c'était vraiment déjà une pierre posée parce qu'un groupe qui a 10 ans, vous prendre la bouteille et c'était un bon souvenir. Après les mauvais souvenirs, il y en a plein, c'est voilà, des déplacements à 3 ou 4 où tu fais 1000 kilomètres et tu reviens avec la défaite. Oui. C'est des choses plus graves aussi quand tu perds des amis, parce qu'on en a perdu Mm. aussi et on pense à eux toujours, parce que voilà, il y a des copains qui sont plus là et on se dit pourquoi eux sont partis et toi t'es là des fois, donc on pense à eux. Mais en tout cas, on se bat aujourd'hui pour qu'on avance et puis qu'on vive de grands moments comme on vit depuis 18 mois. Ouais. Mm. Merci. Alors, comment définirais-tu pour nous le mouvement ultra, aux novices que nous sommes? Alors le mouvement ultra, moi je dirais que c'est un mode de supporterisme organisé avec ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que c'est un mouvement c'est-à-dire que tout est coordonné, c'est-à-dire que c'est un groupe, c'est organisé, il y a des chants organisés avec un capot, il y a des tifos, c'est codifié, il y a des règles. Alors c'est vrai que pour les gens qui sont pas, qui se revendiquent pas ultra ou qui s'intéressent pas à ça, ça peut paraître abstrait des fois. Mais en tout cas, c'est une culture. Pour moi, c'est une culture. C'est la tribune, c'est l'animation, c'est le port des couleurs, c'est de la culture. Et puis il y a une partie un peu plus underground, voilà, où ça peut être tendu des fois avec l'adversaire aussi, faut le reconnaître. Où il y a les derbies peuvent monter aussi en pression. Enfin voilà, c'est une façon de vivre. On dit des fois on dit ultra pour vivre, mais alors moi je me suis jamais revendiqué ultra pur et dur. Pour moi, je suis Barbarians. Et après, je suis supporter du hack en général, mais c'est vrai on est issu d'une culture qui fait que la culture ultra aujourd'hui prend de plus en plus de place. Et je trouve que c'est quand même une bonne chose parce que c'est quand même très organisé, c'est plutôt bien fait. Et si aujourd'hui on a des parquages avec autant de monde aussi organisés, c'est aussi parce que je pense que les groupes en France travaillent de mieux en mieux. Et après, c'est à nous aussi des fois de se fixer des limites et pas faire des conneries comme ça peut arriver parfois et qui nous nuisent quoi. Merci Romain. Clément, je crois que tu voulais revenir sur l'épisode Dijon. Ouais, un épisode qui a marqué pas mal de supporters d'ailleurs. Comment est née l'initiative avant le match face à Dijon d'aller sur la pelouse et de lancer un petit peu comme ça l'ambiance dans le stade? Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu ou est-ce que c'était plutôt d'instinct que t'as fait ça? Alors c'est pas d'instinct, je te rassure, je suis pas dit tiens je vais rentrer sur le terrain et prendre le micro. J'en sais rien. Non non. En fait c'est parti de la diffusion du match de Bastia au stade où on était avec Clément Calvé qui est directeur commercial, enfin directeur un des directeurs du hack. Et clairement, on a dit c'est le match, on joue notre vie et franchement, il faut que tout le public réponde. Et je lui ai proposé avec mes collègues de prendre le micro et de faire un peu comme c'est fait en Grèce ou en Turquie, c'est-à-dire un capot au milieu du terrain qui harangue la foule et qu'on fasse un truc qui, pour l'échauffement, qui sorte de l'ordinaire. Et donc du coup on s'est organisé avec Jeanlin qui est le capot, le premier capot des Barbarians, qui a fait un très beau discours juste avant que j'intervienne pour déjà chauffer le stade. Et puis après c'était un peu c'était la première fois donc c'était un petit peu avec le cœur que j'ai parlé. En disant que c'était le match d'une génération, que j'avais plein de jeunes dans la tribune qui ont 15, 18, 20 ans, qui n'ont jamais connu le hack en Ligue 1 et que on n'avait pas le droit de se rater et que il fallait qu'on sorte avec une ambiance comme jamais on a connu. Et c'est vrai que quand on a vu, quand j'ai vu du terrain toutes les tribunes sauter, ça a été une fierté et un plaisir immense quoi. Mais c'était en tout cas, je pense que pour les gens de notre génération et surtout les jeunes, en fait, les anciens, moi je suis un peu entre les deux, mais les anciens nous parlaient de Mulhouse en 85, en nous disant que c'était une liesse populaire indescriptible. Moi, j'ai pas connu.
J'ai été trop jeune, mais je pense que en tout cas c'est ce Dijon-là et la montée du HAC en 2023, je pense que tout le monde s'en souviendra pendant des années. Et bah c'est un beau moment et on espère pouvoir le refaire, même si je sais qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient que ça soit plus souvent. Moi, je suis assez mesuré là-dessus. Je pense que si on banalise la chose, on va perdre en intensité. Je pense qu'il faut le faire à certains matchs. Alors, je pense que 3-4 fois dans l'année maximum. Et puis, bah, c'est aussi au public de répondre pendant le match parce que c'est bien de vivre ces grands moments avant le match, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que la tribune se lève pendant le match, tout le stade se lève, et puis d'un seul coup, il y a une énergie qui part des tribunes et qui change un match. Voilà, c'est notre rôle de supporter et il y a tout au Havre on a un potentiel qui est encore inexploité au Havre et il faut vraiment qu'on arrive à avancer là-dessus. Super, merci. D'ailleurs, ouais, merci beaucoup. Romain, est-ce que tu penses justement ce qui s'est passé face à Dijon, enfin avant le match, est-ce que tu penses que ça a eu une incidence sur le match? Pour moi, hein, qui était comme tous les copains dans la tribune, tu as joué un rôle majeur pour moi dans cette rencontre en enflammant le stade. Alors, je pense que tu vas être trop modeste pour ça, mais pour moi, tu as eu un rôle essentiel en enflammant le stade et ça a contaminé les joueurs. Je sais pas ce que tu penses de ça, toi. Bah après oui non je vais pas te dire que je suis pas sur le terrain donc je pense que c'est les joueurs qui font le match. Après moi la seule chose que je peux dire c'est que ce soir-là on était tous fiers de l'image du club, on était tous fiers de l'image de la tribune et franchement moi quand j'ai vu je crois que c'est un mec sur Twitter là qui avait mis la vidéo postée en plein centre là celle que j'avais retweetée. Quand tu vois la première fois cette vidéo-là, tu fais waouh, on a fait ça quoi. Et tu te dis waouh, c'est un peu comme la première fois à Deschazos, on a fait une marée d'écharpe sur toute la tribune quoi. Tu te dis waouh, on a passé un cap quoi. Et ça nous impose encore plus de choses. Après, je pense que les joueurs ils sentent. Hein, enfin, Lucas Elsner nous l'a dit. Pour lui, ça a joué, mais c'est l'ambiance générale qui a joué. C'est pas spécialement cette intervention-là, mais je pense que ce jour-là, quand il y a une ambiance comme ça, je suis d'accord avec lui. Quand il y a une ambiance comme ça, tes joueurs, t'as une force qui t'aide, quoi. Donc maintenant, c'est à nous de le faire et en Ligue 1 d'autant plus parce qu'on va avoir des matchs contre des équipes qui seront beaucoup plus forts que nous. Et si c'est le 12e homme, c'est le public et qu'on arrive à renverser des montagnes, bah ça sera magnifique, quoi. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Juste, je profite juste de l'occasion pour, en fait, ton discours. Romain était à côté de moi, Bob, l'autre Romain, en tribune. Captain. Captain, on avait des frissons. Son discours, ça nous a filé de la chair de poule. Et on voulait te remercier parce que cette soirée, elle a été exceptionnelle en tout point et tu as contribué. Donc, je profite de l'occasion pour te remercier pour ce que tu as fait en tout cas. C'est gentil, mais moi je remercie tous les gens qui ont fait en sorte que je sois pas tout seul à parler dans un micro et que le stade reste assis. Là ça aurait été compliqué, mais là franchement c'était bien et on l'a refait contre Lens, même si c'était un autre match et c'était plus compliqué parce que je pense que le public est pas le même en Ligue 1. Il y a quand même beaucoup contre Dijon, c'était vraiment les gens qui voulaient voir le HAC monter. En Ligue 1, il y a quand même plus on va dire de consommateurs de tribunes, on va dire. Mais voilà, le but c'est que la tribune COP réponde en premier, que la tribune avec le COP Océane réponde aussi. La latérale Est, je trouve que ça s'améliore de match en match. Et puis faut créer des rituels. Voilà, on parle de marée d'écharpe sur l'hymne, on parle de lever les mains sur des chants simples, de répondre oui nous sommes la vraie. Et tout ça c'est ça. On a besoin du public. Nous, on est le moteur, mais le carburant, c'est le public, quoi. Et c'est si les gens qui nous écoutent, quelle que soit leur tribune, peuvent bouger leurs voisins quand ils sentent que le COP a besoin d'eux, bah, on aura gagné ça. JC, je crois que tu avais une question en complément par rapport à cette animation. Oui, c'est vrai que tu as répondu un petit peu à la question, Romain, mais c'est vrai que le côté que ce soit reproduit à nouveau, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà réfléchi? Est-ce que c'est vraiment sur des gros matchs? Est-ce que il y a peut-être une idée d'espace de temps? Je sais pas, voilà, est-ce que c'est une fois par mois? Enfin, c'est quoi un petit peu l'idée qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois? Il y a rien d'acté, enfin il y a une discussion avec le club, mais au fil de l'eau, il y a rien d'acté, il n'y a pas de calendrier acté, pour être honnête. Ouais. Lens, ça s'est décidé 3 jours avant parce que
en discutant avec le club, on sentait que on était dans le dur. On était sur 2 défaites de suite, Lille et Marseille. On recevait Lens avec son parquage très actif et énormément de supporters partout dans le stade. Et on s'est dit, là, c'est le moment de pousser, quoi. Donc, on le fait ça. Après, je sais pas quand ça sera fait. Ça va être une discussion avec le club. Voilà. Après, c'est pas forcément. Ça peut être le hack PSG, mais ça peut être aussi un hack Lyon. Ça peut être un hack Metz. Voilà. Il y a des matchs. Tous les matchs sont importants et on le fera quand on sentira qu'il y a besoin. Mais une nouvelle fois, voilà, je pense sincèrement qu'il faut que ça soit fait avec parcimonie. Pour que ça garde un effet novateur, quoi. Voilà, faut pas que c'est comme tout. Après, on s'habitue et les gens vont dire encore une fois, tous les matchs on fait ça. Donc, je pense qu'il y a assez de rituels déjà à faire bien. Comme l'hymne, comme répondre à oui nous sommes les Havrais, comme quand on dit tout le stade avec nous, de se lever et de frapper dans les mains. Voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il faut bosser au quotidien. Et après, ces moments-là, c'est des moments en plus qu'il faut vivre et qu'on fait. Mais voilà, évidemment, on a tous envie de revivre ce qu'on a vécu contre Dijon et à 1 degré moins de contre Lens, mais on peut pas vous dire encore la date, mais ça se refera, c'est sûr. Mais déjà contre Lens, c'était très bien. Moi, j'étais devant ma télé, mais le rendu était magnifique, hein, même à la télé. Hein. Ouais, non, c'est bien, mais voilà, après. Moi, aujourd'hui, j'ai plus envie d'avoir 5000 mecs dans le COP qui lèvent les mains pendant 10 minutes sur des champs que des gens qui vont peut-être sauter et puis après ils vont être totalement amorphes pendant le match, quoi. Contre Lens, l'ambiance elle était très bien. Donc maintenant, oui, la question ça va être de savoir quand est-ce qu'on va le refaire, sous quelle forme. Après le club, pour être honnête, le club nous avait laissé totalement une marge de manœuvre pour Dijon. Contre Lens, c'était un peu plus réduit parce que voilà, protocole Ligue 1, etc. On avait un petit peu moins de temps, donc il y avait un peu moins de discours. Mais l'idée, c'est de transformer un stade Océane qui est aujourd'hui rempli, ce qui n'était pas gagné, mais aujourd'hui rempli de spectateurs, et transformer ces spectateurs en supporters. Et si on arrive à faire ça, on va changer l'image du stade, qui a déjà, je pense, pas mal changé. L'image du HAC et de son stade, elle a été décriée pendant des années, à juste titre, hein, clairement. Là, aujourd'hui, je pense que l'image des supporters à vrai et l'image du stade, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, ça change et en bien, donc faut continuer comme ça. Ouais, tout à fait. Même sur Amazon, ils le reconnaissent très 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 régulièrement. Alors justement, peut-être que cette amélioration, elle doit commencer par le COP O. Hein, tu as avec d'autres leaders des supporters mis en avant l'absence de vie dans le COP O, et notamment lors du match contre Monaco où le tifo n'a pas été respecté par certains supporters. Alors du coup, avez-vous des idées pour que ce COP O suive le COP bas? Tu es monté dans ce COP O face à Lorient. Est-ce une piste envisagée d'avoir un capot en haut? Alors déjà tout à l'heure contre Monaco, en fait le tifo était on va dire pas totalement respecté, puisqu'en fait les feuilles ont bien été levées, mais en fait il y a eu l'hymne juste avant. Et pareil, dans le haut, il y a des gens qui confondent hymne et entrée des joueurs, donc ils ont levé les feuilles pour l'hymne, et du coup un tifo c'est à l'entrée des joueurs. Donc ça c'est peut-être basique, mais faut quand même qu'on le explique aux gens. Et du coup, un tifo c'est pas 5 minutes avant ou 5 minutes après, c'est au moment de l'entrée des joueurs. Donc du coup, on a eu un tifo réussi pour l'hymne, alors que c'était pour l'entrée des joueurs. Après sur le débat du COP O, c'est un débat qu'on a vraiment en ce moment parce que il y a une tribune basse qui est on est plutôt content de ce qui se passe. On en parlera peut-être après, mais la tribune debout va arriver et on espère beaucoup en cette modification. Par contre, la tribune haut, vraiment, on avait négocié avec le club qu'il y ait 2 travées centrales, donc les 2 travées centrales en placement libre. Et en fait, on constate qu'il y a quand même des gens qui viennent pour le prix, pour la visibilité, ils sont bien assis, et quand il y a des gens qui se lèvent pour chanter, ils leur font des signes comme quoi il faut s'asseoir, etc. Et ça, c'est pas acceptable dans un COP. S'il y a des gens qui veulent être assis, il y a des places sur les côtés, hein, mais ces 2 travées là, c'est vraiment une zone active, quoi. Et l'idée, c'est
Surtout avec une campagne d'abonnement qui a empêché beaucoup de gens d'être abonnés en bas et d'accéder au bas. Il faut pas qu'on empêche des gens de supporter leur club comme ils veulent. Donc on va travailler Barbarians, Hackfan, KCM, on va travailler à des améliorations pour essayer de faire en sorte que les gens puissent être debout en haut et puis au moins sur ces deux travées centrales là. Donc on va peut-être commencer par étape, mais en tout cas oui, ça fait partie des choses qu'on veut avancer et dès le prochain match contre Paris. Paris, on peut pas se permettre d'avoir une tribune COP active et puis 3000 personnes à l'étage qui sont totalement inactifs. Et la différence aussi pour les plus anciens, mais moi j'en fais partie, des Chazos, c'était 3500 personnes le COP. Là, la tribune COP basse, c'est 1700 personnes. Donc on a divisé par deux la taille de notre COP. Donc le COP haut, le COP haut et le COP bas, ça fait 5200 places. Clairement, s'il y a 1500 personnes ou 1700 et 5000 personnes qui chantent, c'est pas la même chose. Donc, ce qu'on demande aux gens là-haut, c'est d'être actif, quand il y a des gros chants, c'est de se lever. On a travaillé aussi sur la sono parce qu'on avait vous avez sûrement remarqué qu'il y avait pas mal de changements au niveau sono. Donc là, on tâtonnait un petit peu contre Paris. Normalement, ça devrait être opérationnel. Et du coup, normalement, toute la tribune va pouvoir bien nous entendre. Et ce qu'on demande aux gens, c'est d'être actif, quoi. On est dans un COP, on est actif. Sinon, il faut essayer d'aller ailleurs dans le stade. Il y a des supporters du HAC qui sont pas actifs. C'est respectable aussi. C'est pour ma vision des choses, mais c'est respectable. Mais il faut que le COP soit actif. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment notre cheval de bataille pour les mois qui viennent. Romain, j'ai une question d'un auditeur de Cassé Dark. Il demandait si c'était possible de couper la musique de l'hymne pour entendre le public chanter cet hymne, tout simplement. Oui, ça fait partie des choses qui peuvent être envisagées. Liverpool le fait très bien. Après, je pense que le club aujourd'hui, ça fait bientôt 10 ans, enfin ça va faire 10 ans, oui, ça fait 10 ans que l'hymne est sorti. Aujourd'hui, tout le monde connaît les paroles. On voit de plus en plus d'écharpes tendues pendant l'hymne, même en latéral, ça fait plaisir. Mais l'idée, c'est qu'on le fasse à la façon Liverpool, à la façon celtique, c'est-à-dire que ça soit un grand moment. Mais c'est vrai que le fait d'éteindre la musique, ça pourrait être bien. Ça fait partie des choses qu'on peut discuter avec le club. Après, c'est ce qui me gêne le plus, moi, c'est le décalage entre la vitesse des chants et la bande sonore. Là, c'est un défaut des Havres, c'est qu'on va toujours plus vite que la musique. Et même dans le COP, les gens chantent trop vite l'hymne. Et l'idée, c'est vraiment qu'on ralentisse. Voilà, vous écoutez bien l'hymne, on ralentit. Mais c'est vrai que ça pourrait a cappella, ça pourrait être bien. Mais après, on le fait aussi pendant le match. Donc c'est aussi des choses à faire pendant le match aussi. Merci Romain. Merci Romain. Je voulais juste, on parlait du COPO. Moi, je voulais juste revenir sur un petit problème qu'on a, qui est régulièrement remonté par rapport au COPO. On dit qu'il est plutôt inerte, mais par contre, quand il y a des buts ou des victoires, ils sont assez doués en lancer de gobelets. Alors, ça peut paraître risible, mais il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent sur les réseaux que les gobelets pleuvent du ciel quand on est en bas. Est-ce que quelque chose est faisable à propos de ça ou je sais pas. Je sais pas si on a le droit de mettre des claques. Alors, mais non, ça peut être une solution les claques, hein, parce que le jour où il y en a un qui va se faire choper, je pense qu'il prendra une claque. C'est énorme. Les pluies de gobelets, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. En plus, des fois, ça peut finir Alors déjà, ça finit sur la tête de quelqu'un, c'est pas appréciable. Si le gobelet est rempli, c'est pas sympa non plus. Non. Après, je pense que c'est comme la société. Il y en a qui se comportent mal. Mais en tout cas, si un jour il y en a un qui se fait choper à balancer un gobelet, à mon avis, il passera un sale quart d'heure et je pense que ça servira de leçon pour tous les autres. Faudra faire un exemple. Bon voilà. Avis à ceux qui seront au stade contre Paris, hein, si jamais il y a but, scruter. Clément, tu voulais revenir sur le stade. Ouais, juste vite fait, est-ce que tu penses que avec la saison en Ligue 1 et puis les spectateurs qui arrivent en masse maintenant en Sud-Océane, est-ce que tu penses qu'il y a une âme qui est enfin née dans ce stade?
Oui, je pense. En tout cas, je pense que pendant un certain nombre d'années, ce stade n'avait pas d'âme. Je pense que ça a commencé à évoluer avec les 150 ans du club, avec les fresques dans les coursives, avec ce qu'a fait le club aussi sur l'historique du hack. Moi, je me souviens en 2012 être arrivé là, on était un peu perdu. Déjà pour l'histoire, on a inauguré le stade sans supporters, hein, puisque les supporters du club étaient même pas conviés à se rassembler pour le premier match inaugural contre Lille. Donc c'était dire la place qui nous était accordée. Et puis la seconde chose, c'est que je pense que la montée l'année dernière, il s'est passé quelque chose. Quand on a rempli le stade contre Bordeaux, quand on a rempli le stade contre Saint-Étienne, quand il y a eu des gros matchs, des grosses ambiances comme Rodez, des matchs où on marque à la fin, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Et là, oui, aujourd'hui, on est en train de construire l'histoire du stade Océane. Voilà, et maintenant, ce qu'il faut, c'est des grosses ambiances comme Dijon. Voilà, aujourd'hui, on a un match fondateur qui a été Dijon. Bah, il a fallu malheureusement attendre 10 ans pour un peu plus de 10 ans pour en avoir un. On l'aurait eu 10 ans avant, je pense qu'on aurait gagné beaucoup de temps, mais c'est comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les gens et toute cette jeunesse qui arrive au stade et qui a pas connu ces années de disette, eux, ils profitent et puis c'est le plus important pour nous, quoi. Ouais, bon, on a parlé tout à l'heure de vos relations avec le club et notamment sur tout ce qui est animation et organisation. Comment tu juges vos relations avec la nouvelle direction? Honnêtement, elles sont bonnes. Et je dis pas ça. Voilà, il y a toujours une discussion entre le HAC et ses supporters. Même quand c'était Jean-Pierre Louvel, on claquait des portes, mais on pouvait se rappeler le lendemain au téléphone et puis se dire franchement les choses. Là aujourd'hui, Vincent Volpe a pris je vais pas dire du recul, mais a pris une autre posture dans le club. C'est-à-dire qu'il a repris son rôle de propriétaire. Jean-Michel Roussier, clairement, on sent que c'est quelqu'un qui connaît le football. On va pas lui apprendre ce qu'est le football. On va pas lui apprendre ce qu'est les tribunes. Il a connu Marseille, il a connu Nancy. Donc voilà, quand on parle avec lui, clairement, on sent que c'est quelqu'un qui connaît. Mathieu Bonnemer, c'est quelqu'un, vous l'avez reçu chez vous, mais c'est quelqu'un qui est très ouvert. Vous pouvez parler foot avec lui alors que vous en connaissez pas un dixième de ce que lui connaît. Mais en tout cas, il vous parle franchement, il vous explique les choses. Lucas Elsner, c'est pareil. Donc voilà, et les salariés du club, on est dans une période où ça, pour l'instant, on avance bien. Donc ça nous empêche pas d'être des fois pas d'accord. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait œuvré contre le prix des places en Ligue 2 qu'on jugeait trop cher. Là, des fois on n'est pas d'accord sur tout. On s'est longtemps battu pour la tribune debout pendant 6 ans. Ça a été compliqué, mais en tout cas, il y a sans commune mesure plus d'écoute et plus de dialogue et plus d'avancées depuis 18 mois que sous l'ère Ventier ou sous l'ère même auparavant. En tout cas là on avance, quoi. Mais c'est vraiment fait en intelligence et je dis pas ça parce que les résultats sont pour l'instant favorables. Voilà, je pense que demain ça sera sûrement plus compliqué peut-être, mais en tout cas voilà. On a des dirigeants qui, je pense, sont à l'image de leur club, c'est-à-dire qui bossent et qui lâchent rien. Et on n'est pas les plus riches, on n'est pas les plus nombreux, on n'est pas les meilleurs, mais on se bat et on en fait 2 fois plus que les autres pour être au niveau, quoi. Donc c'est plutôt bien. Merci. Alors on arrive à la fin de cette première partie. J'ai encore une question pour Romain, mais s'il y a un auditeur qui veut intervenir et poser une question ou venir discuter avec Romain, n'hésitez pas à faire la demande pendant ce temps-là. Du coup, ouais, Romain, donc t'es revenu un peu plusieurs fois sur les projets pour la tribune COP, sur les animations à venir. T'as abordé la tribune debout. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette tribune debout? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les sièges ont été enlevés, que les arceaux sont mis et que prochainement le club va communiquer sur cette tribune. On va leur laisser la primeur de ça. Mais en tout cas, les travaux sont en cours. On en est très content. Ça va changer visuellement la tribune. Il y aura peut-être des aménagements à faire à droite à gauche au niveau décoration.
pour que ça, comme on voit le parquage par exemple où ça fait du gris, peut-être que là il y aura un peu de peinture à faire ou des choses comme ça, mais ça va être dans un second temps. Mais en tout cas, ça doit changer le visage de la tribune. Tous les stades qui sont passés à une tribune debout, que ça soit Lens, que ça soit Sochaux, que ça soit d'autres clubs, personne ne le regrette quoi. Aujourd'hui, un COP c'est debout, et contre Paris, on aura 1700 ou 1500 parce qu'il y a vraiment les deux bords qui sont techniquement on pouvait pas enlever les sièges parce que ils sont un petit peu arrondis. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Des barres de protection. Donc c'est vrai que ça va changer la face du stade, mais niveau ambiance, je suis persuadé que ça va renforcer l'ambiance dans le COP. Merci beaucoup Romain. Merci. Juste Guillaume, pardon, si Romain souhaitait aborder un sujet en particulier, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé dans nos questions, qui te tenait à cœur de partager avec les auditeurs. Peut-être parler des déplacements, parce que je trouve que c'est quand même une grande nouveauté au Havre, c'est que on commence à avoir une culture déplacement. Je crois on était 1300 à Rennes. Nantes, on espère être 1200. On s'est battu, on est déjà plus de 1000 et on s'est battu pour accrocher 200 places supplémentaires qu'on a obtenues. Il y avait 600 à Marseille, à Metz, on était plus de 200. Il y a vraiment une culture déplacement et ça fait plaisir. Et moi, ce que j'aimerais vraiment et que, tous mes collègues supporters et dirigeants d'Asso, c'est que ces parquages-là soient actifs et notamment Nantes, ça va être le déplacement des 30 ans des BH, c'est un grand moment. Et s'il y a 1200 à vrai, moi je rêve qu'une chose, c'est une belle grecque, c'est-à-dire que tous les supporters qui se retournent et qui sautent, des marais d'écharpe avec tout le quart de virage à la Beaujoire. Ça va être, on a hâte d'y être quoi. Voilà. Donc c'est la Ligue 1, c'est un autre monde, c'est des belles tribunes en face, c'est des beaux parquages, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir et on essaie nous en tout cas d'organiser les déplacements pour qu'il y ait de plus en plus de monde. Mais ça fait vraiment plaisir de se déplacer et de plus être 25 ou 30 dans des parquages et se retrouver à 1000, c'est vraiment un beau kiff quoi. Ouais, on a hâte de voir ça. Nous, malheureusement, on sera là devant la télé, mais on a hâte de vous voir et on est fiers de ce que vous faites. Franchement, c'est super. On va passer maintenant à la petite récréation de l'émission, au quiz de CSC, mais maintenant qui va s'appeler le quiz de Clément. Clément, je te laisse la main. Oui, excuse-moi, je suis en train de régler mon téléphone. Du coup, c'est qui les deux protagonistes de ce soir? Du coup, Romain, j'imagine. On a dit qu'on faisait un duel de Romain. Romain contre Romain. Ouais, je suis pas prêt, mais bon, ok. Je pense que Romain va gagner du coup. Donc, bon, blague à part. Capitaine, je commence avec toi si tu veux, et puis après Romain, il fera le second. Alors, je rappelle juste un petit peu le principe. Vous avez, alors là, ça va un peu différer. Vous avez 5 questions chacun. Il y a juste la dernière question, la 5e, ça sera une question en commun. Donc, je vous expliquerai quand on y sera. Et là, du coup, le thème aujourd'hui, c'est André Ayou et l'équipe de Nantes. D'accord? Ok. Clément, est-ce que tu leur autorises un joker ou pas? Si tu veux, ouais. Je suis pas contre un joker, s'ils veulent prendre un joker. Ils ont chacun le droit à un joker. Ça, l'appel à un ami. L'appel à JC. Voilà, l'appel à JC. Bon, allez, donc comme d'hab, on commence du plus facile au plus dur. Bon, normalement, là, je dirais c'est un quiz de 3 sur 5. Oh là là, il met la pression. Alors, est-ce que, Romain, tu peux me dire déjà l'entraîneur de Nantes, actuellement? Aucune idée, moi je supporte que le HAC. Non, je sais plus. Attends, l'entraîneur de Nantes. Oui, j'ai dit Romain, mais je suis désolé. Je commence par le capitaine. Oui. Attends, après c'est ton tour, t'inquiète pas. Non, c'est pareil, je sais pas du tout. Pierre Aristoui, l'ancien joueur. Alors là, inconnu au bataillon. Bon. Il n'est pas déjà viré. Non, pas encore. Oh non, lundi, tu vas voir. Alors maintenant, je passe à Romain, l'invité du coup. Est-ce que tu sais me dire le dernier club d'André Ayou? À Middlesbrough. Non, pas loin.
Ah non, ouais, non, je crois me semblait que c'était Middlesbrough, qui est en Angleterre. C'était pas Non. Nottingham. Nottingham Forest, ouais, Nottingham Ouais. Forest. Ah, t'as été Ouais. aidé. Autant pour moi. Alors, capitaine, est-ce que tu sais dire avec quelle équipe André Ayou est monté en Ligue 1 lors de la saison 2009-2010? Est monté en Ligue Ouais. 1. Ah putain, moi je l'ai toujours vu à Marseille. Je connais absolument pas sa carrière, à part ce que j'ai lu bien sûr dans la presse dernièrement et les derniers clubs qu'il a fait et l'OM, mais avant ça, non, pour moi. Un indice, Vas-y. Un petit indice si tu veux. Je crois Jamel Ouais, Aït tout à Benidir fait, a joué tout à là-bas. fait. C'est pas loin de Marseille. Avignon, Oui, hein, non, voilà, c'était quoi? on Non. te l'accorde. Oui, Avignon, Arles d'accord. Avignon, bravo, Ah, tu vois. ouais. Allez, 1-0. Bah, d'ailleurs, Jamel était venu nous expliquer dans les activistes à l'époque comment il avait atterri à Arles. C'est vrai. J'ai vu j'avais Gilles tout à l'heure qui était là et c'était pas une histoire très sympa. Alors deuxième question, alors parce qu'on m'a dit que c'était fort, Romain. Du coup, j'ai un peu corsé là. C'est une question un petit peu traître. C'est quoi le nom officiel du stade de Nantes? Le stade de Nantes. Alors si je te dis la Beaujoire, ça va être trop simple à mon avis. Alors attends. Il n'y a pas de naming à Nantes, à ma connaissance. Non, je t'avoue, pour moi c'est la Beaujoire. Voilà, C'est la Beaujoire Louis Fontenot. Voilà. C'est pour la culture générale. Voilà. C'est pas le Kita Stadium? Non. Pas. Et qui est Louis Fontenot, les gars? Parce que je regarde, Alors, je vais vous dire que Louis Fontenot. C'est un dirigeant sportif français. Voilà, de Nantes apparemment. Oui, président du FC Nantes de 69 à 86. Voilà, quand même. Alors, troisième question. C'est une question d'actualité pour toi, capitaine. Contre quel pays André Ayou a-t-il perdu ce week-end 1-0? Je sais qu'il a joué 45 minutes, mais je ne sais pas contre qui. C'est une défaite piteuse. C'est une défaite piteuse contre les Comores. 1-0. Ah, contre les Comores. Ah ouais. Voilà, c'est une question un peu plus facile pour toi, Romain. Est-ce que tu saurais me dire 3 anciens Havrais avec qui Ayou a joué? Écoute, sur la période marseillaise, il y a Steve Mandanda, il y a Souleymane Diawara. Et un troisième, Jamel Aït Benidir. Ah non, il était à Nantes, maintenant il est parti à Marseille. Ouais. Donc à Marseille, est-ce qu'il a joué avec un autre Havrais? Oui, Pape Gueye. Ah non, il était déjà parti depuis bien longtemps. Ouais. Non. Non, je sais pas. Le troisième, je ne sais pas. Un ex-Tolar. Fait de la tôle aussi. Tony Vérel. Ah non. Ah non. Qui joue maintenant à Lorient. Allez, on se l'accorde. Un ex-Tolar. Oh là là. Non, mais. Un partout. Bon, là, on va arriver aux 2 dernières questions pour vous qui sont un peu plus traîtres. Capitaine. Ouais, j'ai 0 points, je crois. Ça fait un partout, les gars. Ah, un partout. Non, et j'ai aidé Romain sur l'autre question. Je devrais avoir 0,5. 1,5. Il t'a aidé sur Arles Avignon, je te C'est rappelle. vrai. Partage des points. Le nombre de sélections d'André Ayou avec le Ghana. Allez. Alors là, je sais qu'il est capitaine, mais je vais te le dire au hasard. Il a 33 ans, c'est ça, bientôt 34. Je sais pas, 120. Oh, bien joué, 114. On te l'accorde. Ah! On te l'accorde. Bravo. Et du coup, pour toi, Romain, le dernier score de Nantes-Le Havre en match officiel. Peut-être que tu y étais. Oui. Je crois qu'on a gagné à Nantes. Il me semble qu'on a gagné 1-0, je crois, à Nantes. Alors non, on a perdu. Je t'avoue que c'était pas la période faste du Havre. C'était en 2013. Ouais, 2013, il y a 10 ans. Ouais. On avait perdu 2-0. But de Gakpé et Aristeguyeta aussi, le 23 février 2013. Ouais. Je me souviens plus de janvier 2008. Oui. C'est plus sympa.
Ouais. Bon, alors là, pour égaliser, c'est une question un peu différente des autres. C'est chacun votre tour. Vous allez me citer un joueur qui a joué à Nantes et au Havre. On commence par l'invité. Et donc, le premier c'est un peu comme les pénaltys. Le premier qui loupe a perdu. Et on va dire que cette question. Ça va être vite fait, je vous le dis, les gars. Cette question. Vous avez encore votre joker. Je vais citer. Ouais, c'est vrai. Allez, vas-y, Romain, Je vais citer. C'est moi qui commence. Ouais, je vais citer un grand joueur du hack qui a été moins bon à Nantes, mais je crois qu'il a gagné un titre aussi. C'est Alain Caveglia. Tout à fait. Ouais. Moi, je vais te dire appel à JC. Je suis super mauvais. Je suis l'effectif quand c'est WAC, mais il y a deux dans l'effectif, Romain. Là. Après. JC, t'as le droit de m'appeler si tu veux, j'en ai un. Non, mais je suis désolé, j'ai même pas écouté la question. Oh, d'accord. Des anciens Havre, des joueurs qui ont joué à Nantes et au Havre. Appelle-moi, Romain. Dans l'effectif. Des anciens Havrais qui ont joué à Nantes, c'est ça? Des qui ont joué dans les deux, ouais. T'en as déjà deux dans l'effectif. Oula. Il y en a deux dans l'effectif actuel. Ah oui. Touré. Touré. Voilà. À toi. Ah ben oui, bien sûr. À toi, Romain. On a eu un attaquant qui était en Ligue 1 en WAC en 2008, qui a pas fait des miracles, mais c'était Diallo. Tout à fait. 2-1. Eh ben, il y en a un qui me vient parce qu'il avait déclaré qu'il était fier d'être nantais en venant de Rennes. C'est Mathis Ablin. Tout à fait. Bien vu. 2-2. Attention. À toi, Romain. Gravelaine. Xavier Gravelaine. Oh ouais, mais il a fait tous les clubs de France. Je vais vérifier parce que j'ai même pas souvenir qu'il soit à Nantes. Mais attends, je vais quand même vérifier. Je sais même pas. Ouais, mais ça passe. Il a fait. Il était. Bah ouais, il a bien été joué. formé à Nantes, bien joué. Je sais même pas. En fait, c'était un joker, en fait. Joker, Xavier Gravelaine. Là, t'es sûr de gagner quand tu joues à ce jeu-là. Allez, 3-2 au penalty. Bah non, moi, j'ai vraiment utilisé mon vrai joker. Il t'en reste un dans l'effectif. Actuellement. Actuel, dans l'effectif du hack. Qui a joué à Nantes. Ah, moi je l'ai. Pardon. Eh ben. Formé à Nantes. Oui. Guillaume va le donner, mais ça comptera pas parce que. Il est international hongrois. Il porte le numéro 7. Loïc Nego, mais je savais pas qu'il était formé à Nantes. Moi, j'ai retenu que sa partie en Hongrie. Et... Ok. Allez, on te l'accorde. Ça fait 3-3. Bah, ça. À toi, Romain, du coup, un quatrième. Là, ça commence à être un peu plus compliqué. Là. Oh, vous êtes pas cool. Alors, un joueur qui est passé par Nantes et le hack. Alors, c'est pas le circuit préférentiel. Il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns quand même. Je crois que j'ai demandé appel à un ami là. Guillaume, les amis ils sont à sec là. Je crois que j'en ai un. Ah vas-y, j'y sais. Je dirais Alain Caveglia. Ça a déjà été dit. Mais on l'a déjà donné. Oh merde. Mais il a fait la sieste, JC. Ah oui, non, mais excusez-moi. Et Jérôme Leroy, c'est comme Xavier Gravelaine, ça marche ou pas? Non. Ouais, ça doit marcher ça. Est-ce qu'il y a des réponses chez les... voilà, il y en a pas mal. Il y a YSY là qui en donne là. Allez, on les donne à Tixier, Mézac, Gilet. Tout à fait. Ah oui, Gilet, ouais. Mézac, Gilet, on aurait pas mal. Mézac, je pense pas. Mézac, c'était Sochaux, il me semble. Ouais, Sochaux, Mézac. Ouais. Donc alors, Tixier, Gilet, ça doit marcher, Gilet. Gilet, ouais. Bien sûr, et Gilet, les gars, ouais. Quelqu'un, c'est Havray qui nous dit Gilet, les gars. Nicolas Gilet, voilà. Ici aussi à jouer à Nantes. Et Lassana Diarra. Lassana Diarra. Il a pas joué à Nantes. J'ai un doute à Havray. Non, il a pas joué à Nantes. Non, je pense pas. Voilà, bon, on a fait. J'en ai un autre. Allez, vas-y. Massamba Losambou. Mais oui, tout à fait. Oula. Il y avait celui-là aussi. Ouais. Je sais pas comment j'ai sorti ça, mais oui. Pareil, on parlait des heures creuses. Voilà, c'est pas mal. Tout à fait. Bon alors le score. Bah du coup, si j'ai bien compté, tu gagnes le match 3-1, Romain. Félicitations, capitaine. C'est vrai. Oui. Bon voilà. D'habitude on laisse gagner les invités.
Merci Romain de t'être prêté au jeu. On va passer sur la deuxième partie de l'émission. On vous propose, comme on le disait en intro, de revenir sur l'arrivée d'André Ayew, du match face à Monaco et du prochain match face à Nantes. Guillaume, je t'en prie. Ouais, dans cette deuxième partie, comme tu as dit, on voulait revenir rapidement sur le dernier match face à Monaco parce que voilà, ça commence à dater. Brièvement, on s'attardera sur un événement plutôt qui s'est produit avant la rencontre. Oui, tout à fait. Donc la rumeur a circulé, s'amplifié au fur et à mesure de la journée, et quelques heures avant la rencontre face à Monaco, la rumeur est devenue réalité avec l'officialisation et la signature d'André Ayew au HAC. Avant de vous donner la parole sur cette signature, petit retour sur la carrière du capitaine du Ghana. Ouais, alors André Ayew, il a 33 ans, il est donc ghanéen, il a joué entre autres pour l'Olympique de Marseille, avec qui il est resté plus de 9 ans, où il a marqué 60 buts en 209 matchs. Il est également passé par West Ham, Swansea et le Qatar. Avant d'arriver au HAC, il a joué 13 matchs pour Nottingham Forest, comme on l'a dit tout à l'heure pendant le quiz. Et comme on l'a dit tout à l'heure, joueur emblématique notamment à Marseille, André Ayew vient apporter toute son expérience au HAC. Tout le monde parle de lui comme un joueur exemplaire qui mouille le maillot à chaque fois et aussi d'une très belle personne. Les gars, tout simplement, coup de maître est réalisé par le HAC. Messieurs, Romain, si tu veux réagir par rapport à l'arrivée d'André Ayew. Sur le papier, c'est un recrutement assez étonnant. J'avoue que je m'attendais pas à recruter ce profil de joueur à ce poste-là. Je pense qu'en attaque, on avait quand même un petit peu d'effectifs, mais je pense que c'est plus une opportunité et un coup de cœur entre le joueur et Mathieu Bonnemer. Maintenant, faut espérer que ça fonctionne. J'ai envie de voir son état, j'ai envie de voir sa motivation, j'ai envie de le voir. Voilà. Mais en tout cas, physiquement, il a l'air affûté. Au niveau personne, il a l'air d'être encensé par tous ceux qui le côtoient. Donc, on a hâte de le voir et le plus vite possible, quoi. Parce que effectivement, il va déjà partir bientôt à la CAN. Donc, c'est vrai que avant la trêve, on risque de le voir un ou deux matchs. Donc le plus vite possible, ça sera le mieux, quoi. Surtout, je sais pas quand est-ce qu'il sera qualifié, mais on espère le voir rapidement, quoi. Alors Clément, c'est un coup de cœur, un coup de maître de Mathieu Bonnemer, mais est-ce qu'il ne fallait-il pas se pencher plutôt sur le recrutement d'un arrière gauche? Après l'arrière gauche, si vraiment ils en ont besoin, ils ont tout le mercato d'hiver pour le prendre. Moi, Ayew, je suis assez enthousiasmé par sa venue, déjà parce que c'est un grand joueur. En tout cas, c'était un grand joueur. De deux, parce qu'il va apporter vraiment un esprit de gagnant. Il va amener son expérience dans le vestiaire et ça, c'est hyper important. Il va aussi amener un petit peu, peut-être, au niveau offensif, quelque chose de différent, un instinct qu'il a, un instinct j'allais dire de buteur, mais c'est plus un instinct dans la dernière passe, dans comment gérer les offensives, par rapport aussi à ses coéquipiers, mais aussi aux défenses de Ligue 1 qu'il connaît bien. Et voilà, par contre, là où je rejoins Romain, où je suis un peu moins, je suis un peu plus regardant, c'est par rapport, en effet, à la CAN. La CAN va arriver très vite, c'est d'ici un mois et demi. Nous, j'ai regardé un petit peu, on est avant la CAN, on va avoir que 4 matchs, je crois, même pas 3. Donc voilà, 4 matchs, ouais. Je suis pas forcément, voilà. Il va pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il partira pas titulaire. Donc peut-être à voir après la CAN. Pour lui, c'est un bon moyen de s'en mettre en forme aussi avant la CAN, de peut-être regagner une place de titulaire dans son équipe parce qu'il est plus titulaire. Et voilà, au Havre, il peut le faire. Et nous, il peut nous amener en plus, je pense, en seconde partie de saison, un plus. Je pense aussi que le but, c'est comme qu'il soit affûté pour la CAN. Donc je pense que c'est quand même du donnant-donnant. C'est de recrues. Il va nous apporter son expérience, une justesse technique au milieu de terrain, voire en attaque. Moi, je suis assez emballé quand même par le profil. Surtout qu'il va nous apporter une expérience qu'on n'a pas, et notamment au secteur offensif, parce que finalement, dans le secteur offensif, le seul joueur expérimenté entre guillemets, c'est Grand Cyr. Donc là, je pense quand même que c'est un niveau bien au-dessus. Après, c'est l'aspect physique. Voilà, ça c'est quand même une donnée importante. Mais c'est vrai qu'il y a la CAN au milieu qui va un peu un peu tout couper. Donc bon, c'est ça à voir, quoi, à voir.
Moi, je voulais revenir, Romain, sur ok, André Ayew, mais je voulais revenir sur la présentation du joueur. C'était quand même assez exceptionnel, non, Romain? Enfin, j'ai pas de grands souvenirs qu'on ait déjà présenté des joueurs de cette manière. Non, après moi je t'avoue que j'étais en plein dans le tifo, donc j'étais plus concentré sur la mise en place du tifo que sur la présentation d'Ayew, mais c'est vrai que ça faisait une présentation, on va dire, de joueurs vedettes dans un club UP, quoi. C'est vrai que c'était plutôt sympa. Après voilà, moi concrètement André Ayew, je le jugerai sur les matchs qu'il va faire et pas sur la manière dont il a été accueilli au stade Océane. Sinon Adriano il faisait le tour du stade aussi, hein, y a pas de C'est ce souci. que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Donc voilà, après voilà, j'ai pas d'a priori positif ou négatif. J'ai confiance en le staff et en l'équipe de direction. S'ils ont choisi ce joueur-là et que c'est un bon deal entre les deux parties, pourquoi pas. Mais voilà, c'est sur le terrain et s'il nous marque quelques buts importants, s'il amène son expérience et qu'à la fin de la saison on puisse se maintenir, et ben on dira que bravo à tous et puis merci. Mais pour l'instant, on va rester prudent, quoi. Je pense que faut pas le bling bling et le Havre, ça a jamais ça a jamais trop collé, quoi. Donc C'est vrai. faut rester prudent. D'ailleurs, Guillaume, hein, t'as relevé des choses, toi. Ouais, sur les réseaux, comme d'hab, sur les réseaux sociaux, toujours beaucoup de détracteurs et qui se demandent si, entre guillemets, André Ayew serait pas cramé parce qu'il sort de 2 saisons donc au Qatar et d'un passage très discret, pour pas dire plus, à Nottingham. Messieurs, votre avis, cramé, pas cramé? JC, qu'est-ce qui peut nous apporter? Est-ce qu'il va nous apporter quelque chose selon toi? C'est compliqué de répondre à cette question. Là, c'est sûr qu'en jouant aussi peu depuis quelques mois, il va falloir un certain temps, il va falloir qu'il enchaîne les matchs. Après, moi, j'ai confiance à notre staff technique parce qu'ils ont été capables de retaper des joueurs qui n'avaient pas joué depuis un certain temps, notamment à Lloris qui était blessé pendant je ne sais combien de temps. Mais ça, voilà, il y a aussi ce côté enchaînement des matchs. Donc ça, quoi qu'il arrive, il va falloir lui donner du temps de jeu. Hein. Sinon, ça viendra pas comme ça. Après, il y a aussi un paramètre. Si il a 33 ans, mais si il avait mis 15 buts par saison en première ligue et il serait pas au Havre là. Donc concrètement, c'est un joueur à relancer. Ça a plutôt bien marché sur les derniers qu'on a pris. Donc il faut faire confiance. Après, moi, ce que j'espère juste, c'est qu'il sera opérationnel rapidement. Alors c'est pour ça que je posais la question si vous savez quand est-ce qu'il sera, on va dire, qualifié. Parce que je pense que là, par exemple à Nantes, il sera trop juste de toute façon à Nantes, mais ça aurait été parfait qu'il puisse au moins être sur le banc. Parce que concrètement, il n'est pas là. Et puis il y a des gros matchs qui arrivent, notamment le PSG, notamment Nice, notamment le déplacement à Strasbourg. Donc c'est vrai que il va falloir qu'il joue rapidement s'il veut être opérationnel pour la CAN. Et puis nous, c'est important aussi, c'est important pour le club aussi qu'il joue rapidement, quoi. Moi, je pense qu'il est déjà qualifié, non? Je sais pourquoi t'as pas vu qu'il était qualifié ou t'as vu un... Non, je sais pas, mais après il peut être qualifié, mais après est-ce il sera apte à être dans les 18 ou pas? Ouais, parce que d'un point de vue administratif, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de problème vu qu'il vient pas de l'étranger, il était agent libre, il n'y a pas de souci. Par contre, pour la forme physique, il a joué 45 minutes là ce week-end avec le Ghana, donc je pense. Après, il sera pas titulaire, mais moi, s'il est qualifié, je pense qu'il sera dans le groupe et je pense qu'il sera apte à jouer peut-être 10-15 minutes avec le club. On va le savoir dans les jours qui viennent, de toute façon. Alors, j'ai essayé de partager un tweet d'Antoine Duboc qui m'a fait rire. Il a mis on s'en fout d'Ayew, on est là pour chanter. Voilà, ça devait être suite à ma question, Romain. Tu disais que tu étais concentré sur le tifo. Je pense que j'ai dit ça, oui, effectivement. Je pense que j'ai dit ça. Je pense que ouais. Non, et en fait, pour l'histoire, j'ai dit ça parce que je pense que j'ai vu des gens sortir leur portable. Et au moment où on commençait à déployer des feuilles et tout, et j'ai dit voilà, ça va pas le faire. Mais voilà. Mais c'est pas contre André Ayew, hein, mais le tifo avant le tifo, hein, le tifo avant Ayew, quoi. Bon, en tout cas, Ayew il nous a choisi et Guillaume va nous dire pourquoi. Ouais, pourquoi André Ayew choisit le Havre? Choix étonnant au premier abord, mais il a déclaré dans une interview à l'équipe qu'il avait pris son temps pour réfléchir, qu'il aurait pu aller ailleurs, mais il a aimé l'ambition du projet havrais et le style de jeu entre autres.
En tout cas, Mathieu Bodmer espère qu'il va nous aider à grandir en apportant beaucoup d'expérience et de leadership. Et de son côté, Lucas Elsner apprécie l'humilité et la polyvalence du joueur ainsi que sa capacité à marquer. Donc voilà, on espère vraiment qu'il va être rapidement apte à jouer et à nous apporter quelque chose. Alors messieurs, on va enchaîner sur AKSM, mais il s'agit pas bien sûr de refaire tout le match comme on fait d'habitude. Hein. C'est un retour très bref qu'on vous demande sur le match face à Monaco. Qu'avez-vous pensé de la prestation des Ciel et Marines? Clément, si tu veux revenir sur ce match face à Monaco, là, le dernier. Eh ben, moi j'ai beaucoup aimé pendant 98 minutes. J'ai pas forcément aimé la 99e, mais je trouve que d'un point de vue tactique, c'était superbement bien joué par Lucas Elsner. D'un point de vue collectif, c'était peut-être le meilleur match de la saison. Il a manqué que la finition. Même je pense qu'on aurait pu l'emporter à la régulière si on nommait le penalty. Je pense qu'à la régulière, on aurait pu l'emporter. Bon, ils ont quand même une énorme occasion. On a pas mal de chance aussi. Bon, après, c'est vrai qu'on est quand même pas mal sauvé par notre gardien depuis le début de la saison, et parfois aussi un peu par la chance. Et voilà, franchement, ça fait chaud au cœur de te dire que tu peux rivaliser avec des équipes comme Monaco ou comme Lyon. Bon, Lyon maintenant, c'est plus vraiment forcément ce que c'était, mais comme Monaco, et de dire que finalement, bah voilà, t'es pas ridicule et que bah tu mérites ta place en Ligue 1. Et moi, c'est ce que je veux retenir. Après, on va parler du penalty où bon là, pour moi, c'est une grosse erreur, mais moi, ce que je veux retenir quand même de ce match-là, c'est que il prouve à nos yeux, mais on le savait, je pense, mais surtout il prouve aux yeux des suiveurs de la Ligue 1 et des autres supporters que Le Havre, c'est pas le petit club qui va faire un aller-retour et faire descendre en Ligue 2. Le Havre, là, cette saison en tout cas, il mérite sa place en Ligue 1. Et je pense qu'il va vraiment embêter plus d'une équipe cette saison. Pardon, j'arrivais plus à appuyer sur le bouton. Romain, si tu veux revenir en quelques mots sur le match face à Monaco. Alors déjà, petite question de curiosité de ma part. Est-ce que tu vois beaucoup des actions du match? Moi, je suis pas capo, donc Ouais. j'y suis de temps en temps, mais je vois quand même pas mal le match. Ouais. Après, contre Monaco, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Hein, c'était un match courageux. Techniquement, on s'est bien battu et je pense qu'on a fait déjouer Monaco, ce qui est déjà une qualité. Après, voilà, le penalty, bon bah. Évidemment, on aurait aimé que, je pense que ça aurait fait exploser le stade et chavirer le stade, mais bon, malheureusement, il y a que ceux qui tirent pas de pénaux qu'on n'a jamais raté. Et puis, Grand Cyr, faut pas oublier qu'il en a mis aussi, il en a mis une à Montpellier qui était très importante aussi, à la 92e. Et puis il a mis surtout le but à Bastia qui nous a peut-être sauvé la mise. Donc voilà, ça aurait été vraiment bien de gagner parce que je pense que là, on marquait les esprits. Après, si on doit réaliser un exploit, pourquoi pas contre Paris, hein, on sait jamais, hein, ça peut être encore plus beau. Ouais, JC, à la sortie du match, toi, c'était plutôt la déception ou la fierté d'avoir tenu tête à Monaco qui prédominait? J'étais partagé parce que j'étais moi jusqu'à la fin du match avant le penalty, j'étais très 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 heureux de ce match, le fait d'avoir tenu la dragée haute comme ça à Monaco, d'avoir maîtrisé cet adversaire qui était sur le papier mais largement au-dessus de nous. Enfin, moi j'étais vraiment très fier. Et c'est vrai que ce penalty, en fait, ça change le sentiment où moi je suis sorti du stade, j'étais frustré, quoi. Enfin, alors que 2 minutes avant, j'étais très content. Enfin, c'est vrai que ça paraît complètement aberrant, mais bon, c'est un fait de jeu et c'est vrai que le fait d'avoir cette possibilité de gagner le match, de gagner 2 points de plus, c'était tellement important que en fait c'est la déception qui a prédominé comme ça pendant 2-3 jours. Là maintenant avec du recul, franchement voilà, j'ai plus ou moins oublié ce fait de jeu, même si c'est vrai que j'oublie pas que ce penalty a quand même été mal tiré. Après c'est comme ça fait partie du foot et puis moi j'oublie pas que voilà, il nous a marqué, Grand Cyr nous a marqué des buts tellement importants à Pau, à Bastia, voilà, même Montpellier, enfin voilà, j'en veux plus, hein, pas de souci, hein. Ouais, globalement, hein, on peut quand même être très très fier de ce qui s'est passé contre Monaco quand même. Et puis on a beaucoup d'espoir pour le prochain match contre Nantes, hein, Romain. Oui, c'est un match important. De toute façon, tous les matchs sont importants, mais là, je pense que Nantes a une obligation de résultat aussi.
Nous, on est plutôt pas mal à l'extérieur depuis le début de la saison, donc ça va être un beau match. Et puis, bah, je reviens sur les 1200 Havre à Nantes, quoi. Ça fait déjà quand on dit juste ça, 1200 Havre à Nantes, déjà ça fait briller les yeux, quoi. Donc, bah, on espère la victoire, ce qui sera énorme à la Beaujoire, quoi. Justement, ouais, donc on va parler maintenant de la rencontre face à Nantes qui nous attend dimanche à 15h, donc à la Beaujoire. Louis Fontenot, hein, c'est le nom officiel du stade, j'ai retenu. Le FC Nantes qui a terminé 16e la saison dernière réalise plutôt un bon début de saison, même s'ils sont un peu plus dans le dur en ce moment. Les Canaries pointent tout de même à la 9e place, mais totalisent par contre eux déjà 6 défaites contre Toulouse, Lille, Rennes, Lens, Reims et enfin Metz, quand le HAC n'en compte que 3 des défaites. Mais surtout, le FC Nantes est dans une série de 2 défaites consécutives et doit de son côté absolument redémarrer la machine à points face au HAC ce dimanche. Je voulais vous partager un avis de quelqu'un qu'on connaît bien ici dans Space Hack, c'est François Manoury. D'ailleurs, on lui souhaite un bon rétablissement parce qu'il voilà, je l'ai eu tout à l'heure par SMS, il a une otite, hein, pour rien vous cacher, et il se remet pour être en forme justement pour dimanche. Donc du coup, il m'a partagé ce petit commentaire. Il nous dit que Nantes est très friable défensivement, mais serons-nous capables d'en profiter? La suspension de Bayo est préjudiciable. Je pense qu'il y a plus de qualité individuelle côté nantais, avec notamment Mostafa Mohamed, dont il se méfie beaucoup. Mais je pense que collectivement et en termes d'état d'esprit, nous avons une super carte à jouer. Je crois le HAC capable de repartir au minimum avec un point. Il le faut avant d'aborder décembre qui s'annonce périlleux. Clément, est-ce que tu veux revenir sur les points forts de cette équipe nantaise? Bah, comme il l'a dit, oui, ils ont un très très bon joueur qui s'appelle Mostafa Mohamed, qui est un joueur qui est très vif, qui pose pas mal de problèmes aux défenseurs adverses. Ils ont une équipe qui est, pour moi, qui avait quand même du meilleur comme du pire. On les entendait pas forcément si haut dans le classement. Ça va pas être un match facile. Nous, sans Bayo, j'ai un petit peu peur quand même. J'ai peur j'ai peur qu'offensivement, déjà, on a un petit peu de mal. En plus, ça va être encore un poil compliqué son Bayo. Après, faut pas oublier que Nantes, défensivement, c'est pas les meilleurs du monde non plus. Ils sont quand même pris 3 à Metz il y a... Ouais, ça prend beaucoup de buts, ouais. Il y a 2 semaines. Et voilà, après, on va voir qui est-ce qu'on va mettre en pointe, sûrement Alioui, et du coup, voir si on a Sabi et peut-être Joujou à gauche, on verra. Mais en tout cas, voilà. De toute façon, moi, j'ai toujours du mal à savoir comment le Havre va se comporter. J'espère qu'ils vont être dans un match dans la droite ligne de ce qu'ils ont fait à Monaco. Et donc, moi, j'espère une bonne prestation et pourquoi pas la victoire, même si je pense que ça va être quand même très compliqué. Ouais, les internationaux havrais ont pas chômé quand même pendant la trêve internationale. Donc Loïc Nego, il a joué 127 minutes avec la Hongrie, Mohamed Bayo 98 minutes et une passe D avec la Guinée, accompagné d'Abdoulaye Touré pendant 179 minutes. La nouvelle recrue, donc André Ayou, on l'a dit tout à l'heure, a joué 45 minutes avec le Ghana. Daler Kodiev, il a joué 45 minutes avec la Russie. Yassine Keshta, 90 minutes avec le 23 marocain, et Mohamed Koné 90 minutes, même si Mohamed ne joue pas. Il y a un clean sheet avec la Côte d'Ivoire. U23. Il y a aussi eu un match amical organisé à Socans face aux espoirs sud-coréens. Un match qui s'est terminé par un score nul et vierge. Mais voilà, les joueurs ont vraiment pas chômé pendant cette trêve, hein, Romain. Romain le capitaine, pardon. Ouais, non, clairement, on a vu, et ça fait plaisir d'avoir de nouveau autant d'internationaux. C'est aussi l'effet Ligue 1, hein, bien sûr. Donc non, ils sont restés certainement en jambes, hein, d'ailleurs. Pour ne pas perdre le rythme, hein, avant de reprendre ce championnat. Donc on rappelle, hein, que le HAC reste sur 3 nuls et une victoire à l'extérieur lors de ses 4 derniers matchs, hein, donc pas de défaite lors des 4 derniers matchs, et qu'on pointe à une très belle 7e place, hein, au classement. Mais on l'a dit, hein, nos Ciel et Marines seront privés de Mohamed Bayo, suspendu à cause d'une accumulation de cartons jaunes. Du coup, qui est-ce qui sera notre serial buteur dimanche, JC? Sans conteste, Alioui. Alioui, je remettrai Alioui en pointe.
alimenté par Joujou à gauche qui a fait un excellent match contre Monaco. Donc pour moi, il doit poursuivre et on doit le laisser encore titulaire. Et à droite, pourquoi pas remettre le petit Sabi qui est assez virevoltant sur son côté. Je pense que Nantes devrait avoir la possession sur ce match-là et pourquoi pas les contrer, et avoir des coups de pied arrêtés parce que c'est comme aussi un des points forts d'Alioui. Hein, il y a une capacité de tirer très très bien les corners. Et donc faut jouer dessus. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de défenseur qui a marqué un but. Je pense à Lloris, voire Sanganté, ou même le géant Youté qui pourrait pourquoi pas mettre un petit coup de tête. Mais non, je pense qu'on aura des possibilités à Nantes. Je pense que ça va être assez serré. Nantes est dans l'obligation quand même de gagner parce qu'ils ont fait un très très beau début de saison et là il y a un relâchement depuis un petit mois. Et il faut aussi se mettre à leur place. Et forcément, eux, ils reçoivent le Havre, ils doivent se dire voilà, on reçoit un promu, on doit gagner, un peu comme Toulouse. Donc, je m'attends un peu à un match un peu identique. L'absence de Bayo va faire mal quand même, mais voilà, j'ai quand même confiance à nos attaquants, et notamment à Lioui, pour marquer un petit but. Ça fait longtemps aussi qu'il n'a pas marqué. Et Romain, le petit Élisée Logbo, est-ce qu'il aura sa chance t'avais l'air de douter sur la possibilité d'aligner André Ayou, mais plutôt côté administratif. Mais si il est qualifié, est-ce que tu penses qu'il sera aligné aussi? Oui, pourquoi pas. Après, moi, j'aimerais bien, comme JC le disait juste avant, moi, j'aimerais bien voir Joujou. Parce que je trouve qu'à Toulouse, son entrée, elle a été monstrueuse. Contre Monaco, il était aussi très très bon, donc je trouve qu'il mériterait sa chance. Après, pourquoi pas un Joujou en pointe aussi, ça peut. Je pense que c'est un rôle qu'il a pas, mais qui peut aussi être très bon dans les appels, donc pourquoi pas. Après, voilà, ça va être un match. Je pense que ça va être un match assez fermé quand même, avec deux équipes qui vont d'abord penser, à mon avis, à défendre, et puis, à mon avis, la première équipe qui va marquer a de grandes chances de gagner ce match-là, parce que les matchs entre Nantes et Le Havre, c'est pas des matchs très très spectaculaires, en tout cas de mémoire. Et souvent, voilà. Mais pourquoi pas Alioui joue en pointe et puis Ayou qui rentre vers la fin. Romain, tout à l'heure, tu parlais des déplacements qui étaient de plus en plus importants. Vous êtes mobilisés, comme souvent, pour avoir un maximum de Havre en tribune contre Nantes. Est-ce que tu peux nous parler de la règle qui prévaut dans ce cas, s'il te plaît? Tu sais, les clubs sont tenus de laisser 5% de la capacité du stade au club adverse, c'est ça? Alors c'est une règle qui a existé pendant de très nombreuses années, les 5%. En Ligue 2, en fait, de facto, c'était ça. En fait, la règle, c'est que le club qui reçoit doit laisser 5% de la capacité du stade aux supporters visiteurs. Avec une jauge à 1000 et au-delà de 1000, en fait, on n'est plus tenu aux 5%. Donc en Ligue 2, le problème c'est que en gros, il faut un stade de 20 000 et puis, mais des stades de plus de 20 000 en Ligue 2, il y en a pas non plus partout. Donc la plupart du temps, c'est les 5% qui s'appliquent. En Ligue 1, c'est quand même différent. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de grands stades. Et par exemple, l'exemple de Nantes. Nantes a un parquage de 1000 places. La base, c'est 1000 places. Et le stade a beau être qui a plus de 30 000, c'est que 1000 places. Donc c'est pour ça que pour Nantes, on a négocié avec le club et Nantes pour passer à 1200 avec une réciprocité au match retour. C'est-à-dire que les Nantais auront 1200 places au Havre. Ce qui est totalement normal. Et puis on a la chance aussi au Havre de pas être dans le collimateur pour l'instant des pouvoirs publics, avec des arrêtés, des limitations de parquage, etc. Donc ça nous permet de faire ce qu'on a fait à Rennes avec 1300 Havrais. À Marseille, il y avait 600 Havrais, il n'y avait pas de bus. Ça, c'était très très compliqué et faire accepter par notamment le club de Marseille, parce que ça veut dire 600 individuels qui se baladent et qui arrivent au stade. Voilà, donc c'est souvent des choses assez difficiles à organiser, mais la règle des 5%, voilà, en gros, c'est 1000 places. Voilà, c'est l'exemple qu'on a eu à Caen où quand on disait c'est 1000 places et nous on disait non, c'est 5% parce que vous avez plus de places au Havre et nous on va pas s'asseoir sur des places, et voilà. Mais c'est la règle qui a évolué il y a peu de temps.
D'accord, merci beaucoup Romain pour cet éclairage, ces précisions. On va passer à la conclusion si tu veux bien Romain. Capitaine, pardon. Mais bien sûr, ouais, j'avais pas compris que c'était pour moi la question. Je t'en prie. On voulait, au nom de toute l'équipe de SpaceX, souhaiter un joyeux anniversaire au maître, à notre dieu à tous, Mathieu Bodmer, qui fête ses 41 ans, et oui, il est jeune. Mathieu Bodmer, donc un joyeux anniversaire au boss. Et on voulait aussi parler de deux Bezos qui sont en quart de finale à la Coupe du Monde du 17. Le très prometteur Mohamed Amoni avec le Maroc et le non moins prometteur gardien de but Paul Arnier avec la France. Donc on suit de très près pour leur parcours dans la compétition. Romain, c'est Romain l'invité, c'est toi. On voulait te remercier pour d'avoir accepté l'invitation et d'être venu parler de supporterisme et de ta passion pour le hack. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Grand plaisir. Et puis, merci à tous ceux qui sont intervenus par écrit. Et puis, merci à toute l'équipe. On se retrouve, nous, tous dans 15 jours avec encore un programme de folie. Et on espère que vous avez apprécié, en tout cas, cette émission comme nous avons apprécié à la préparer. Bonne soirée à tous. Allez, le hack. Et puis, soyez tous nombreux à Nantes et faites beaucoup de bruit pour qu'on vous entende à la télé. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci Bonne soirée à tous. tous. Au revoir. Ciao.